Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 14e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode un petit peu spécial qu'on a choisi d'intituler We Stand for Ukraine. Et oui, comme d'habitude, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Tranche de couple. Aujourd'hui, on vous en avait un peu informé sur les réseaux sociaux. On a décidé de partir sur un format un petit peu différent compte tenu de l'actualité, puisqu'on sent, et on le sent nous-mêmes, mais on le sent aussi autour, une grande fébrilité et pas mal d'inquiétude de la part de tout un chacun sur la situation actuelle en Ukraine. Le fait que pour la première fois depuis presque 20 ans et les guerres en Bosnie, ou 30 ans et les guerres qui ont eu lieu dans les Balkans, on a une guerre pour certains aux portes de l'Europe, pour d'autres en Europe. Bref, un format particulier où on va essayer, plutôt que de vous parler de passer d'une rubrique à l'autre, de faire une sorte de dialogue entre nous deux. Vous savez, on vous parle beaucoup de notre communication, c'est aussi important dans ce contexte-là. On va dialoguer, on va probablement pas être toujours d'accord. On va essayer de vous faire l'état des lieux de tout ce qui s'est passé depuis mardi. On enregistre ce podcast samedi 26 février. Donc il est aussi possible qu'il manque encore des informations quand le podcast paraîtra demain. Si besoin, je ne sais pas si on réenregistrera peut-être pas un podcast tout de suite, mais en tout cas on vous en reparlera pendant le prochain épisode après celui-là. Et en tout cas on vous mettra un certain nombre d'informations en fonction de nos possibilités aussi sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez suivre l'actualité au plus proche. Entre-temps, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous n'hésitez pas aussi à nous envoyer si vous voulez partager des choses. Voilà, on espère que ce format un peu particulier vous conviendra à vous aussi. En tout cas, on vous invite aussi, pour suivre un peu tout ça, à vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, à nous suivre sur Spotify pour être informé des nouveaux épisodes. Vous pouvez, pour nous contacter, le faire via ces réseaux ou par mail, tranche-le-chiffre-de-couple@gmail.com. Et un mot, un seul comme toujours, n'hésitez pas à partager cet épisode, à partager ce podcast. On est ravis aussi de voir qu'on a des gens qui nous écoutent et ça nous aide à garder la motivation, comme on vous le dit à chaque fois. On garde la foi. Allez, on commence peut-être cet échange sur l'Ukraine, comme disait Guillaume, un petit peu par l'état des lieux. Il y a 15 jours, vous avez vous avez parlé de l'Ukraine et de finalement donner du contexte sur la situation, la relation entre l'Ukraine et la Russie, l'historique de l'Ukraine. Ces 15 derniers jours, la tension a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté avec Vladimir Poutine qui a vraiment clairement, de plus en plus clairement, en gros, dit, affirmé et pris des décisions pour dire que finalement le gouvernement ukrainien était plus légitime pour lui et qu'il fallait globalement que la Russie intervienne. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, on est parti sur la reconnaissance par la Russie, en fait, des deux républiques sécessionnistes, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Ça, c'était lundi dernier, donc le lundi 22 février. Ces deux républiques ont proclamé leur indépendance unilatéralement. La Russie les a reconnues dans la foulée. 24 heures après, la Russie a reconnu ces républiques. En fait, c'était des républiques sécessionnistes qui avaient déjà adopté leur constitution, mais ça datait déjà, leur occupation datait déjà depuis 8 ans, en fait, depuis les événements. Oui, mais elle n'était pas reconnue officiellement par la Russie. Et de fait, par les accords de Minsk, la Russie n'avait pas officiellement reconnu ces deux républiques sécessionnistes. Et donc, effectivement, en début de semaine dernière, la Russie a officiellement reconnu ces deux républiques sécessionnistes. Il faut savoir que les constitutions de ces deux républiques allaient au-delà du territoire qu'elles avaient
comment dire, qu'elle contrôlait effectivement. Hein, c'était des régions beaucoup plus larges que le territoire qu'elle contrôlait. Et Vladimir Poutine, dans une réunion du Conseil de sécurité russe qui a été diffusée en partie à la télé et qui était très, comment dire, où tout était très organisé pour montrer la puissance de Vladimir Poutine et sa mainmise sur le système, globalement a annoncé que la Russie allait, en vertu des traités d'accords de soutien, allait défendre ces pays. Ils ont eu le soutien quand même du Parlement russe. Hein. La Douma a voté en faveur de la reconnaissance des républiques. Je crois qu'il faut aussi parler de ces scènes surréalistes auxquelles on a assisté lors d'un conseil de défense, conseil de sécurité que Poutine avait réuni, qui a été diffusé, je ne sais plus, mardi, mais qui aurait, selon les timecodes, les informations qu'on trouve dans les vidéos, en réalité, auraient eu lieu beaucoup plus tôt que ce qu'il a été diffusé. On voit Vladimir Poutine qui presse son chef de la sécurité de questions, lui-même ne semblant pas très à l'aise, notamment sur la question « Devons-nous ou pas reconnaître l'indépendance de ces républiques ?» Oui, mais non, mais oui, mais non. On sentait une forme de tension et on sentait qu'il y avait un seul maître, en tout cas dans cette pièce, et ça n'était pas le chef de la sécurité, manifestement. Oui, et surtout, il y a eu un petit cafouillage, puisque, en gros, à l'époque, la question de... À l'époque, on dirait que c'était... oui. On dirait que donc, c'était il y a des Poutine semaines. demande à ce chef de l'organisme de sécurité nationale, est-ce qu'on doit défendre les républiques ? Et l'autre répond, oui, on doit envahir l'Ukraine, et il dit, non, pas tout de suite, enfin, c'est pas ça la question. Bref, ils sont aussi un peu embrouillés eux-mêmes. Mais comme tout ça a été monté et diffusé, on voyait bien qu'il y avait quand même l'objectif était d'accroître la pression très fortement. C'était de la communication. On reviendra sur le sujet peut-être de la communication, mais ça fait partie de toute cette bataille de communication qu'il y a eu entre la Russie et l'Ouest, notamment avec des positions très fortes prises par les États-Unis, positions que moi-même j'avais quelques doutes, peut-être aussi. C'est l'esprit qui veut que parfois on ait des choses qu'on ne veut pas voir, mais quand les États-Unis parlaient d'une invasion, alors ils sont un peu plantés sur le timing, mais en tout cas, elle a finalement quand même eu lieu, bien malgré ce que un certain nombre de personnes, et notamment de responsables politiques en France, péroraient jusqu'à la dernière minute, voire encore après. Et donc, il faut voir que Guillaume parlait de communication. En fait, Vladimir Poutine et les autorités russes, de manière générale, ont mis en avant un certain nombre d'arguments. Donc, bien sûr, c'est l'OTAN qui cherche à s'agrandir et qui vient menacer la Russie. Ça, c'est le grand classique. Le fait que, visiblement, il y aurait eu un génocide dans les territoires contrôlés par les républiques sécessionnistes. Donc on rappelle quand même que c'était des territoires contrôlés par la Russie. Donc s'il y avait eu un génocide, c'était pas les Ukrainiens qui avaient fait ce génocide, mais tout ça n'était que des fabrications, bien sûr. Et en fait, c'est le discours de Vladimir Poutine qui a été diffusé jeudi matin, à 4h du matin, où en gros il annonce que il lance une opération militaire contre l'Ukraine dans l'objectif de renverser le pouvoir en place, de dénazifier le régime ukrainien. Et c'est finalement dans ce discours que finalement Vladimir Poutine donne le sens premier de cette intervention. C'est que pour lui, le démembrement de l'URSS n'aurait pas dû avoir lieu. Le fait d'avoir des anciens pays de l'URSS qui ne sont pas aux ordres de Moscou, qui ne sont pas alignés sur Moscou, est inacceptable. Et c'est ça, en fait, qui est la vraie raison pour laquelle Poutine a lancé cette offensive. Et pour revenir un peu sur cette histoire d'Ukraine et de nazification de l'Ukraine, c'est un mythe qui est entretenu par la Russie. Alors, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, en l'occurrence. Il faut savoir qu'en 2014, un certain nombre de bataillons paramilitaires
notamment pro-nazi, en Ukraine, pro-ukrainien, ont aidé dans la libération, en tout cas la stabilisation du pays après Maïdan. Cela dit, le gouvernement a très vite pris la mesure de ce qu'il représentait et les a intégrés à l'armée régulière en demandant notamment un abandon de certaines de leurs pratiques, de leurs croyances liées aux nazis. Alors, je crois qu'ils les ont tolérés parce que justement, ils ont été nécessaires pour défendre le territoire de l'Ukraine quand il y a eu l'invasion russe de la Crimée et des territoires, et que progressivement, ces dernières semaines, d'entre eux, notamment elles ont été intégrées. Azov a été intégré à la garde nationale ukrainienne, qui est l'équivalent de la gendarmerie française. Mais à quel moment, du coup ? Parce que moi, j'avais le sentiment que c'était plus récent, parce que là, ils avaient vraiment besoin d'eux, en fait, d'avoir des hommes entraînés. J'ai pas la date, je vous mettrai l'article, c'est un article de Marianne. En tout cas, c'est une interview d'Adrien Nanjon. Et lors la majorité de ces soldats s'est progressivement normalisée, et les extrémistes sont aujourd'hui minoritaires. Ils n'ont réussi à obtenir aucun résultat politique, et lors des dernières élections présidentielles en 2019, la coalition néo-nazie a fait moins d'1% des voix. Voilà, puis on rappellera que le président ukrainien est juif. Oui. Voilà. Ouais. On vous balance l'info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Zelensky, qui est quand même une figure de plus en plus respectée, peut-être qui était très inconnue du public jusqu'ici, mais qui, ces derniers jours, a vraiment montré qu'il était un dirigeant avec du cran, qui veut protéger sa population, son territoire, qui n'a pas fui. La presse a fait état d'une proposition américaine ces dernières heures d'évacuer le président Zelensky d'Ukraine, puisque l'objectif de la Russie était clairement en fait de converger sur Kiev et de prendre Kiev et de traquer le gouvernement et le président ukrainien. Et Zelensky a répondu j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi pour partir. Ouais. Voilà. Je rappelle pour la petite histoire que Zelensky a été élu en 2019, donc, mais qu'avant d'être élu président, il était inconnu en politique, et qu'il était en réalité plutôt connu pour sa carrière d'acteur, notamment pour une série dans laquelle il passait du statut de prof à celui de président de l'Ukraine. Voilà. Et ça a d'ailleurs été soulevé de façon fort peu fine par certains commentateurs sur la télé, disant ce monsieur n'a pas de trempe, c'est un acteur, de toute façon il n'a pas la carrure d'un chef de guerre. Écoutez, je vous amène à revoir peut-être la définition, je nous amène tous à revoir la définition de ce que c'est qu'un chef de guerre et de ce que c'est que le courage aussi dans ces conditions-là. Voilà la deuxième partie de ce podcast. Après vous avoir fait un petit état des lieux de ce qui s'est passé ces derniers jours, on va passer sur les réactions. Max, est-ce que tu veux commencer peut-être sur la question des réactions militaires, en tout cas c'est une question plus compliquée qu'il en a l'air. En fait, je pense qu'il faut remettre en perspective de l'invasion et de l'annexation de la Crimée en 2014. Et déjà à l'époque, il n'y avait pas eu de réaction. Il y avait des réactions très fortes de la communauté internationale pour dénoncer de manière politique cette annexation de l'Ukraine et de la Crimée et ces territoires qui étaient sous contrôle de ces milices. Mais déjà à l'époque, il n'y avait pas eu de réaction militaire, c'est-à-dire que personne n'était venu défendre l'Ukraine face à la Russie. Alors il faut bien avoir en tête que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ni de l'Union européenne, et que par conséquent, les dispositifs dans l'OTAN qui font que si un État est attaqué, on parle de l'article 5 de la charte de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord, si un État de l'OTAN est attaqué, alors l'ensemble des autres alliés viennent à sa rescousse. Mais en fait, forcément, là, l'Ukraine n'est pas liée par ce traité, et donc l'OTAN, il n'y avait pas d'automaticité d'une réponse de l'OTAN. Et pareil, bien que l'Ukraine en fait ait affirmé par son gouvernement actuel une intention d'aller vers l'Union européenne et de devenir membre à terme,
et aussi de devenir membre de l'OTAN, pareil, l'Ukraine ne faisant pas partie de l'Union européenne, mais forcément, il n'y a pas d'automaticité d'une réponse militaire. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que, et c'est encore la situation dans laquelle on se retrouvait ces derniers jours, c'est que tout le monde a bien conscience que, il y a une certaine fatigue de l'opinion publique occidentale, notamment américaine, pour des engagements militaires qui sont un petit peu sans fin. C'est ça qui a aussi conduit le retrait d'Afghanistan, on en a parlé la dernière fois, et la décision américaine de retirer les troupes d'Afghanistan. Je crois que même s'il y a une grande solidarité de tout le monde vis-à-vis de l'Ukraine, personne n'est prêt à envoyer, les responsables politiques ne sont pas prêts à envoyer des soldats se faire tuer par la Russie sur le territoire ukrainien. Et puis c'est surtout qu'on passerait un différent... Ça permet de passer sur le fait qu'on passerait un différent type de conflit tout à fait différent. En fait. Et là, effectivement, à partir du moment... déjà, c'est comme tu l'as dit, depuis les guerres dans les Balkans, en fait, la première fois qu'on a un conflit armé sur le territoire européen vraiment ouvert, parce que la Crimée, ça avait été très rapide, et puis après, ça s'était gelé. Et donc alors là, même que Boris Johnson nous promettait en novembre l'année dernière, promettait devant une commission de son Parlement qu'on avait dépassé le stade des batailles classiques avec des chars et des tanks dans la rue. Voilà, on y est. Des visionnaires, nos politiques, visionnaires. Et donc, c'est sûr que si aujourd'hui, les États de l'OTAN, de l'Union européenne, s'engagent dans un conflit armé contre la Russie pour défendre l'Ukraine, mais là, c'est effectivement une autre dimension du conflit et potentiellement le début d'une troisième guerre mondiale. Avec un enjeu aussi, mais on en reparlera, c'est qu'au sein en Europe, les pays ont des relations différentes par rapport à la Russie, avec notamment un certain nombre de dépendances énergétiques ou économiques qui jouent dans tout ça. Alors, si on peut parler maintenant peut-être des réactions du coup de la communauté internationale suite à l'invasion de l'Ukraine jeudi matin, il y avait déjà eu un premier tour de sanctions qui avait été adopté par un certain nombre de pays occidentaux suite à la reconnaissance des républiques sécessionnistes de Donetsk et de Louhansk, parce que en fait, en reconnaissant ces républiques, Moscou reconnaissait que le cessez-le-feu et les accords de Minsk en fait étaient mis à la poubelle parce que la base c'était la non-reconnaissance de ces républiques sécessionnistes. Oui, pour reprendre sur ces sanctions, comme tu le dis Max, elles viennent quand même de pas mal de pays de ce qu'on appelle le bloc de l'Ouest. Enfin, on ne pensait pas qu'on réutiliserait cette expression un jour, mais de fait on y est. On a l'Union européenne, on a le Canada, on a le Japon qui ont mis en place des sanctions. On a aussi le Royaume-Uni et on a l'Australie, je crois. Oui, donc ça, ces pays-là ont aussi pris un deuxième volet de sanctions. L'Union européenne. Suite à non, tout le monde a pris un deuxième volet de sanctions suite à l'invasion. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est de toucher à la fois le système financier, de toucher les oligarques et les élites du pouvoir en Russie. Pour la première fois, Poutine lui-même est visé par des sanctions et par exemple les États-Unis l'ont interdit de se rendre sur le territoire américain. C'est une grande nouveauté en fait, ça n'avait jamais été mis en place jusqu'à maintenant de taper aussi haut dans les responsables politiques qui sont touchés par ces sanctions. On pense aussi à tous les oligarques dont les avoirs sont gelés. On a encore vu ce matin une information comme quoi un bateau avait été intercepté par la marine, les douanes françaises alors qu'il traversait la Manche en direction de la Russie parce qu'il est soupçonné de contenir des avoirs appartenant liés à des oligarques justement et qui pourraient être touchés par ces sanctions. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais c'est pour dire que les choses sont prises très au sérieux, que tout ceci prend du temps évidemment. Mais que malgré tout les choses avancent. Et puis il y a trois autres volets de sanctions, dont on peut parler. Il y a tout d'abord le volet des sanctions en ce qui concerne le sport, puisque je voudrais rappeler ici que la Russie a quand même, avec son invasion de l'Ukraine et en ouvrant un conflit,
pendant la période entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, violer la trêve olympique. Donc le CIO a pris une mesure forte en appelant toutes les fédérations internationales à déplacer ou annuler leurs événements sportifs qui ont lieu en Russie. Ils auraient pu, peut-être qu'ils le feront plus tard, on verra, aller encore plus loin, mais on n'y est pas encore. Ce serait l'arme atomique du CIO, c'est de bannir complètement l'équipe russe, qui, je le rappelle, pour des histoires de dopage, ne concourt plus sous les couleurs russes, mais sous les couleurs du comité olympique russe. Ils auraient pu les exclure aussi des compétitions à venir, puisqu'on rappelle notamment que les Jeux paralympiques commencent dans quelques jours à Pékin. Ça veut dire qu'un certain nombre de compétitions qui avaient lieu, qui étaient en cours, notamment il y a eu une compétition de ski cross à Sun Valley, qui a un resort de ski en Russie, qui ont été annulés après être arrivés à des situations complètement ubuesques où l'ensemble des fédérations engagées, sauf la fédération russe, s'étaient retirées. Et on a trouvé donc des feuilles de départ avec exclusivement les athlètes russes. Les autres étaient did not compete. Les athlètes ne compétaient, n'ont pas pris part aux compétitions. Un certain nombre de choses aussi qui vont arriver plus tard en Russie ont été annulées. Le prochain Grand Prix qui devait avoir lieu à l'automne a d'ores et déjà été annulé. La finale de la Ligue des Champions, voilà, pour nos amis footballeurs, qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, a été déplacée au Stade de France. Voilà, ça fait partie des trains de sanctions, en tout cas, qui paraissent être un peu secondaires, mais qui malheureusement auront aussi un impact sur la Russie et sur l'aura de la Russie dans l'Union européenne. Alors l'Union européenne et dans le monde. A beaucoup, donc en fait immédiatement le jeudi, il y a eu des réunions à Bruxelles pour discuter de ce paquet de sanctions, qui était, il y avait des propositions sur la table par la Commission et le Service européen d'action extérieure. Les discussions ensuite sont allées au chef d'État et de gouvernement qui s'étaient réunis de manière exceptionnelle physiquement à Bruxelles le jeudi en fin de journée, avant une réunion extraordinaire de l'OTAN, un sommet de l'OTAN par visioconférence le vendredi. On peut voir que, et ça a filtré dans la presse, j'en parlais tout à l'heure en disant que les relations individuelles nationales avec la Russie jouaient dans les décisions et dans les positions nationales, ou aussi dans les divergences de position. Les discussions ont duré plus longtemps que ce à quoi on s'attendait. En tout cas, le sommet européen a été un peu plus long que prévu. Et il y a des choses qui n'ont pas été incluses, qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. Il y a notamment l'exclusion de la Russie du système SWIFT. Alors, le système SWIFT, c'est un mécanisme qui permet les transactions interbancaires entre les banques du monde entier. Et c'est en gros ce qui vous permet de payer sur un site russe, ou ce qui permet à des banques d'échanger de l'argent entre des banques non russes et des banques russes. Globalement, l'exclusion de la Russie de ce système aurait un effet important, puisqu'elle couperait le système bancaire russe du reste du monde. Même si les Russes et les Chinois ont mis en place leur propre système, ont déployé un système alternatif, mais qui n'est pas encore aussi performant et pas aussi développé que le système SWIFT. La conséquence directe, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'États européens dépendent de livraisons de gaz russe ou de charbon russe pour se chauffer, et pour leurs dépenses courantes, on va dire, en énergie, et que à partir du moment où la Russie est exclue de SWIFT, ça ne serait plus possible de payer la Russie, et donc d'avoir ces échanges économiques avec la Russie. Il faut bien voir quand même aussi que ces sanctions ne visent pas à avoir un impact immédiat sur les opérations militaires, parce qu'en fait, Poutine, s'il a lancé ces opérations militaires, c'est qu'il avait suffisamment de ressources pour mener cette guerre. L'objectif, c'est d'avoir des leviers de pression pour après. On n'a pas trouvé les chiffres exacts, mais on se dispute tous les deux sur les chiffres exacts, mais ce genre la guerre telle que Poutine l'a enclenchée peut coûter entre 5 et 20 milliards de dollars américains par jour de guerre. Ce qui n'est pas rien pour une économie russe qui déjà n'est pas forcément au mieux de sa forme.
il faut avoir les liquidités disponibles. Les Russes ont fait en sorte de mettre en place, de diversifier leur liquidité pour ne pas être bloqués si jamais on les a empêchés d'utiliser des dollars notamment, mais ça reste quelque chose d'important. Alors, dans les choses qui ont été exclues aussi, il y a le luxe, le domaine du luxe, notamment sous pression des Italiens, visiblement. Et des Belges. Et des Belges pour le diamant, qui n'a pas été inclus non plus. Les Italiens pour les Gucci et les Belges pour le diamant, les inventaires d'Anvers. Alors, sur Swift, visiblement, les choses pourraient évoluer dans les prochaines heures, on verra, puisque maintenant, l'Italie et la Hongrie ont dit qu'ils étaient OK. Et les Allemands ont des positions divergentes selon les membres du gouvernement. Donc, on attend que le chancelier allemand se positionne. Pour l'instant, les Allemands sont en tout cas les derniers à ne pas s'être positionnés clairement sur une intervention rapide. Ils ont dit que c'était envisageable, mais sans préciser quand. Bon, il y avait Chypre aussi, et il faudra voir si les Chypriotes acceptent, puisque comme d'habitude, à l'Union européenne, c'est l'unanimité. On pourrait vous reparler encore de qu'est-ce que cette règle de l'unanimité, est-ce qu'elle est vraiment utile, mais ça prendrait un podcast entier, ce sera pour plus tard. Alors on continue dans les réactions de la communauté internationale. Il y a eu une résolution qui a été présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer l'invasion russe. Présidée par la Russie. Par la Russie. Parce que vous savez que c'est présidence tournante. Ouais. Voilà. Et en fait, à des scènes cocasses. De manière tout à fait surprenante. Et on attendait de savoir quelle serait la réaction de la Chine. Mais la Chine s'est abstenue. Et donc, en réalité, le Russe a été le seul à s'opposer et donc à poser son veto pour cette résolution. Il ne faut pas voir dans l'abstention de la Chine un accord tacite pour C'est une abstention, donc c'est ni un soutien à la résolution, ni un soutien à la Russie. Ouais, c'est un peu comme l'option des sondages, voir les résultats. Vous voyez, c'est un peu, je pense que la Chine ne s'engage pas. On y reviendra dans un futur podcast parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, mais très clairement, les observateurs, on vous en a parlé dans notre dernier podcast, ce qui ressort de beaucoup d'observateurs aujourd'hui, c'est la Chine observe très attentivement ce qui se passe là-bas et on s'inquiète un peu aussi du sort de Taïwan à moyen terme, puisque tout ce qui va se passer, l'exemple donné en Ukraine, pourrait ouvrir des portes pour quelque chose qui pourrait se passer entre la Chine et Taïwan. En tout cas, ils observent bien sûr la réaction de la communauté occidentale, des États-Unis. Max vous dira avec raison qu'il faut raison garder et que les contextes sont tout à fait différents, absolument. Ne rajoutons pas ça aux inquiétudes. On a suffisamment sur nos assiettes pour l'instant. Et le secrétaire général des Nations Unies a lui dénoncé clairement cette invasion d'un territoire souverain d'un pays en violation du droit international. Autre organisation, le Conseil de l'Europe, Guillaume ? Oui, la Russie a été exclue aussi de tous les travaux et de toutes les décisions du Conseil de l'Europe. Donc on ne parle ni du Conseil européen, ni de la Commission européenne, ni du Parlement européen, mais bien du Conseil de l'Europe, qui est une institution à part, qui n'a rien à voir avec Strasbourg. Voilà, qui est basée à Strasbourg. La Russie en a donc été exclue en raison de l'invasion de l'Ukraine. Ce qui a donné lieu aussi à des scènes, notamment une prise de position de... Comment il s'appelle ? Dimitri Medvedev, qui est l'ancien Premier ministre et ancien président de la Russie, qui est aujourd'hui chef adjoint, bref, quelque chose pour la sécurité, qui disait justement, tiens, c'est peut-être l'occasion pour nous de remettre en place la peine de mort puisqu'on a été exclu de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en réalité, la Cour européenne des droits de l'homme, la Russie n'a pas été exclue de la Cour européenne des droits de l'homme, mais bien uniquement des travaux du Conseil de l'Europe. Donc, ce ne sera pas si facile que ça pour la Russie, sauf si elle s'auto-exclut de cette cour, ce qui pourrait mener tout de même à créer des précédents que les Russes, dans lesquels les Russes n'ont pas forcément envie d'entrer non plus. C'est une terra incognita. On sait que Poutine fonctionne beaucoup au bluff, mais je pense qu'il a suffisamment lui aussi à faire pour l'instant dans cette affaire pour ne pas aller plus loin dans l'immédiat. On vous a parlé des sanctions qui allaient au-delà des États-Unis et de l'Europe, mais aussi parce qu'il y a en fait une très bonne coordination du G7, qui est présidé par les Allemands, et également très bonne coordination aussi avec l'OTAN. L'Union européenne et l'OTAN ont tenu des conférences de presse conjointes. Le secrétaire général de l'OTAN a été invité à participer à un certain nombre de réunions, de même que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et Charles Michel, le président du Conseil européen. Donc il y a une très grande coordination de tous ces efforts. De son côté, l'OTAN a renforcé sa posture de dissuasion et de défense en activant les plans de défense à l'Est, ce qui fait que le commandement
suprême allié SACEUR pour les forces en Europe, en fait, peut déjà préparer le déploiement de troupes si jamais il était nécessaire. Ils ont aussi acté le fait que la VJTF, qui est un dispositif de réaction rapide qui avait été mis en place après 2014 et qui est commandé par la France, va déployer des premiers éléments dans l'Est de l'Europe. Et on voit aussi naturellement que les pays qui sont proches de la frontière avec la Biélorussie, l'Ukraine ou la Russie aussi mobilisent leurs forces armées à la fois pour se préparer à toutes et montrer leur détermination, mais aussi pour faire face aux flux de réfugiés qui ne manqueront pas, qui sont déjà là et qui ne manqueront pas d'arriver. On peut mentionner le cas particulier de la Finlande et de la Suède, deux pays qui sont historiquement non alignés et qui donc ont choisi de ne pas rentrer dans l'OTAN. Mais aujourd'hui, la situation en Ukraine et l'invasion par la Russie, a pour conséquence d'initier de vrais débats dans ces deux pays sur devrait-on aujourd'hui rejoindre l'OTAN. Alors c'est des partenaires de l'OTAN assez proches, mais ils ne sont pas membres de l'OTAN et donc ils ne bénéficieraient pas du soutien automatique en cas d'attaque russe. On en a parlé tout à l'heure, l'article 5. Maintenant, bien sûr, les Russes, eux, ont déjà commencé à faire des menaces en disant que si la Finlande ou la Suède venaient à rentrer dans l'OTAN, à ce moment-là, il y aurait des conséquences politiques et militaires. Troisième point de notre podcast, on va vous parler de la solidarité, notamment avec les réfugiés qui ne manquent pas de venir d'Ukraine. On parle à cette heure de au moins 150 000 réfugiés qui auraient franchi différentes frontières, notamment la frontière avec la Roumanie et la frontière avec la Pologne. Un certain nombre de pays ont ouvert grand leurs bras à ces réfugiés en disant qu'ils pouvaient venir dans ces pays sans condition, notamment l'Irlande ou encore la Slovaquie, dont la directrice générale une haute fonctionnaire slovaque a annoncé que les Ukrainiens pourraient disposer d'un statut temporaire avec des soins de santé gratuits et la possibilité de travailler légalement, ainsi que la gratuité des transports en commun. Il y a aussi des scènes auprès des frontières, en Roumanie, où on a vu des centaines de voitures rassemblées pour prendre en charge les Ukrainiens qui arrivaient à la frontière et les emmener, les dispatcher dans différentes villes de la Roumanie. En Pologne aussi, où un certain nombre de camps avaient déjà été préinstallés, et malheureusement avec raison ces dernières semaines, pour les accueillir, et où ils ont été accueillis de la façon aussi digne que possible compte tenu des circonstances. Il y a une vraie solidarité européenne qui se montre vis-à-vis de l'Ukraine. Alors ça pose des questions derrière en se disant mais pourquoi est-ce que cette solidarité, notamment venant de pays comme la Pologne ou la Hongrie, n'est pas la même en fonction de la provenance des réfugiés? C'est pas le moment d'ouvrir ce débat, je crois, ici. Je crois qu'il faut cependant être heureux qu'elle existe telle qu'elle existe aujourd'hui, et peut-être qu'après, il faudra continuer à se poser des questions aussi à ce sujet-là. Voilà. Je crois que je voulais aussi revenir sur plus... Pardon. Il y a aussi beaucoup de manifestations qui ont eu lieu dans les différentes capitales européennes. Tout à fait. Notamment à Bruxelles jeudi soir, j'y étais. Et je voulais aussi répondre à la question qu'on se pose beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, depuis nos salons et depuis là où on est aujourd'hui, pour aider les Ukrainiens. Alors, globalement, il y a peu de choses qu'on puisse faire. Enfin, je ne pense pas que nous ayons tous l'âme d'aller résister en Ukraine les armes à la main. Cependant, il est possible de soutenir, notamment vis-à-vis d'associations. On a la Croix-Rouge. Sur son site internet, le Comité international de la Croix-Rouge précise que dès que la situation le sera évaluée et qu'elle le permettra, l'aide partira immédiatement pour l'Ukraine. Elle vise à permettre à 3 millions de personnes d'accéder notamment à l'eau potable en cas de crise et à un minimum de nourriture. L'UNICEF aussi, il agit en général, mais il agira en particulier sur l'Ukraine. Le Fonds humanitaire ukrainien, en tout cas, c'est un des fonds communs nationaux des Nations Unies aussi, auquel on peut faire un don. On vous mettra toutes ces informations sur les pages, nos pages
Twitter et Facebook. C'est des fonds qui seront, lorsqu'ils seront donnés, mis immédiatement à disposition d'un large éventail d'organisations partenaires locales en première ligne de la réponse afin de soutenir les Ukrainiens. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut faire aussi. Il y a aussi l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine qui assure l'envoi de convois humanitaires depuis 2014. Elle a été créée à la suite de Maïdan, en prodiguant notamment des échanges de savoir-faire médical et en organisant des colonies de vacances pour les enfants orphelins et un soutien psychologique à la population. Voilà, encore une fois, on vous remettra tout sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez retrouver et contribuer si vous le souhaitez. Et on peut aussi noter que même en Russie, qui est pourtant pas un pays où la liberté d'expression est peut-être la plus totale, il y a des groupes d'intellectuels, qui ont publié des tribunes. Il y a des citoyens russes qui sont descendus dans la rue pour dire stop à la guerre, même si en fait dans cette guerre de la communication, en fait on voit que la Russie publie très très peu, enfin en Russie il y a très très peu d'informations sur la réalité de la guerre en Ukraine. Il y a eu des grosses manifestations en Russie le jeudi soir aussi, on n'en a pas parlé mais c'est important d'en parler je crois, grosses en tout cas par rapport à la taille des manifestations qu'on attend en Russie où on sait que comme tu l'as dit la liberté de parole n'est pas vraiment garantie, des arrestations malheureusement aussi suite à ces, ça c'est sûr que si tu commences à parler ces manifestations et les Russes font preuve de créativité avec notamment un certain nombre de personnes qui sont allées déposer devant différentes ambassades l'ambassade à Moscou et différents consulats d'Ukraine des fleurs puisque c'est une façon de aussi marquer une forme de soutien, c'est peu de choses mais voilà, ça permet d'exister. On a aussi j'ai pas parlé de ça tout à l'heure quand on parlait des sanctions, mais en matière culturelle, un certain nombre d'artistes proches du régime de Poutine, qui aujourd'hui, notamment Valéry Gergiev, qui est un chef d'orchestre, qui est très 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 proche de Poutine, et qui a toujours soutenu ce qui a été fait, que ce soit l'invasion de la Crimée ou avant la guerre en Ossétie, en Géorgie. Qui aujourd'hui est pressé et s'est vu annuler un certain nombre de prestations en Italie, en Allemagne et aux États-Unis en raison justement de ses opinions et le fait qu'il n'ait pas donné d'avis inverse il n'ait pas contesté la guerre en Ukraine. Alors, on l'a dit, les pays occidentaux ne sont pas prêts à s'engager militairement en Ukraine pour défendre l'Ukraine, ce qui fait qu'on a un peu l'impression d'être au balcon et de regarder une guerre se dérouler en direct sous nos yeux, ce qui est pas complètement faux. Mais néanmoins, l'Ukraine a transmis des demandes de matériel, parce que d'une part, les Russes ont détruit un certain nombre de matériel avec leurs attaques, parce qu'ils ont d'abord envoyé des missiles de croisière pour détruire des installations ukrainienne avant d'envoyer les troupes au sol, mais aussi du matériel médical pour soigner les blessés, des munitions, et donc aujourd'hui on commence à entendre en fait un certain nombre de pays, suite aux coordinations y compris dans le cadre de l'OTAN je pense et dans le cadre de l'Union européenne, de pays qui indiquent soit qu'ils ont déjà envoyé, soit qu'ils vont continuer à envoyer, soit qu'ils envoient du matériel, du fuel, des munitions. Voilà, ce dont notamment aujourd'hui on a entendu la République tchèque, la Slovaquie, la Belgique mentionner que du matériel était en cours d'envoi, notamment des mitrailleuses pour les Belges, je crois, et du fuel. Absolument. 3800 tonnes de fuel et 2000 mitrailleuses qui sont déjà parties de Belgique en direction de l'Ukraine. La Maison-Blanche a demandé au Congrès vendredi 6,4 milliards de dollars de financement supplémentaire dans le contexte de l'invasion ukrainienne. Alors en fait, c'est à la fois parce que les États-Unis ont déployé du personnel en Europe et donc il leur faut du financement supplémentaire. Donc ça, c'est pour la réassurance et la dissuasion dans le cadre de l'OTAN. Mais c'est aussi de l'aide humanitaire et d'aide à la sécurité. Donc on imagine qu'une partie va aussi être au bénéfice de l'Ukraine directement. Mais c'est aussi pour les pays baltes, c'est aussi pour la Pologne, c'est aussi pour les pays environnants.
Notamment donc pour la France, le président Macron a annoncé qu'il renforçait le soutien à la dissuasion, donc avec 5 Mirage 2000 qui vont faire la police du ciel dans les pays baltes, 200 hommes en plus pour le contingent français déployé en Estonie et un contingent franco-belge qui va se déployer en Roumanie pour aider à la dissuasion. Et il y a aussi du matériel français militaire, mais aucun élément n'a été donné, qui serait en route vers l'Ukraine en réponse aussi aux demandes ukrainiennes. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que la Turquie a accédé à la demande du président ukrainien de fermer la mer Noire aux navires militaires, navires de guerre russes. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Je ne sais pas ce qui sera... C'est ce qui a été annoncé par le président Zelensky. Le ministre des Affaires étrangères turc a modéré cette position en précisant que, en vertu des accords du Bosphore, la Turquie empêcherait des bateaux russes qui n'ont pas leur port d'attache dans la mer Noire d'y accéder, mais en revanche, elle ne pourrait pas empêcher des bateaux de revenir à leur port d'attache si celui-ci est situé en mer Noire. Vous voyez, c'est des situations un peu complexe en termes de droit international, mais en tout cas, la Turquie fera le minimum syndical pour respecter les accords tout en évitant que davantage de forces russes puissent venir dans un port d'attache qui n'est pas le leur. Rappelons que la Russie dispose notamment en Crimée, à Sébastopol, notamment en Crimée, mais de plusieurs bases militaires sur la mer Noire. Et deux choses, tant qu'on est en train d'enregistrer le podcast, puisque les informations sont mouvantes. Une première chose, on parlait du sport tout à l'heure. La Fédération internationale de biathlon a décidé de bannir les hymnes et drapeaux de la Russie et du Bélarus, qui est accusé, au même titre que la Russie, de coopération dans le conflit, conformément aux recommandations du Comité international olympique. Et puis la Suède a annoncé qu'elle refuserait d'affronter la Russie dans les barrages du mondial de football 2022. Quoi que la FIFA décide, nous ne jouerons pas contre la Russie en marche, a déclaré le président de la fédération suédoise, Karl-Erik Nilsson. Elle arrive juste après, cette déclaration arrive après celle de la Pologne qui a également annoncé qu'elle ne jouerait pas ce match. Et puis une autre information qui vient de la Russie cette fois-ci, la Russie annonce en direct élargir son offensive sur l'Ukraine. Pour l'instant, on ne sait pas tellement ce que ça veut dire, mais on imagine qu'ils vont envoyer davantage de moyens là-bas. Ah oui, parce qu'ils avaient pensé qu'avec une guerre éclair de 3 jours, ils réussiraient à prendre Kiev et tout le pays. Et du côté des soutiens de Poutine, la Biélorussie a été un élément instrumental dans l'invasion russe en Ukraine et eux-mêmes envoient des troupes. On a vu aussi que des personnels de maintien de l'ordre, n'est-ce pas, des milices tchétchènes avaient été envoyés en Ukraine. Mais on peut quand même noter que le Kazakhstan a refusé la demande russe de soutien et d'envoyer des troupes en Ukraine. C'est déjà ça. Et on peut aussi mentionner que, vous le savez, ces dernières années, la Russie avait recruté un certain nombre d'anciens hommes politiques européens dans les entreprises russes du pétrole. On pense à Gerhard Schröder, mais on pense aussi à François Fillon. En fait, les sanctions ont fait aussi, notamment, je crois, les Britanniques ont dit que tous ces gens-là seraient soumis aux sanctions économiques. Et donc, on a vu des démissions d'un certain nombre de personnes, notamment de François Fillon, après quand même pas mal de temps. Gerhard Schröder, il a écrit qu'il soutenait la Russie, donc je ne sais pas ce qui va arriver avec Gerhard Schröder. Mais néanmoins, c'est quand même assez hallucinant de voir ces gens qui sont effectivement des pantins de la Russie simplement pour des questions d'argent. C'est un peu tôt pour savoir quelles pourraient être les options futures, parce que ça va dépendre de savoir, effectivement, est-ce que la Russie arrive à ses fins et arrive à s'emparer de Kiev et du reste de l'Ukraine, ou est-ce que l'armée russe s'enlise en fait dans un conflit face à une armée ukrainienne qui tient, et on sait qu'aujourd'hui ils ont mobilisé notamment par la conscription l'ensemble des hommes de plus de 18 ans et de moins de 60 ans pour se battre, et on sait qu'il y a des gens qui prennent les armes pour se battre contre la Russie aujourd'hui. On peut parler notamment d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui ont pris les armes, d'un certain nombre de parlementaires. On a aussi, évidemment, on vous a parlé de Volodymyr Zelensky aussi, qu'on voit depuis bientôt 4 jours maintenant sur le front à Kiev.
résister et appeler à résister. Et puis son prédécesseur, l'ancien président Petro Poroshenko, a également été vu et puis filmé et interviewé alors qu'il rejoignait un bataillon à Kiev pour se joindre aux forces en présence là-bas. Il est difficile aujourd'hui de savoir où est-ce que Poutine s'arrêtera. Est-ce que tout ça vise à obtenir une neutralité de l'Ukraine s'il n'arrive pas à ses fins de mettre un gouvernement à sa main comme il l'a fait en Biélorussie? Est-ce que ça sera la division de l'Ukraine entre une partie contrôlée par la Russie et une partie qui ne serait pas contrôlée par la Russie? On entend beaucoup, y compris ceux qui sont peut-être plus sympathisants de Poutine, de dire « Ah, mais il faudrait que l'Ukraine accepte d'être démilitarisée et neutre, non alignée, comme on parle de finlandisation ». Mais du coup, tout ça nie la capacité des peuples à s'autodéterminer. Et finalement, ce serait donner raison à Poutine, parce que ça veut dire que dès qu'il engage une action militaire, en fait, chacun doit faire comme Poutine veut, quoi. Donc c'est très très difficile de savoir aujourd'hui comment va évoluer les choses. Ce qu'on peut dire, c'est que ça va avoir un impact de long terme important en Europe, parce que c'est la réalité d'une vraie guerre de haute intensité sur le territoire européen, et la paix qu'on avait connue. Moi, j'ai une de mes collègues qui vient des Balkans et qui me dit moi, ça me rappelle cette guerre il y a 20 ans. Et c'est vrai que nous, moi, à part les guerres dans les pays du Golfe, en Afghanistan, on voyait des images loin, quoi. Mais là, on est à quelques centaines de milliers de kilomètres, milliers de kilomètres. À peine à 2000 km des frontières françaises, par exemple. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant de voir qu'aujourd'hui, des femmes et des enfants et des innocents meurent parce qu'il y a un dictateur qui a décidé d'attaquer un autre pays, quoi. On n'a pas fait le disclaimer, la petite bandeau au début, mais on voulait vous préciser qu'effectivement, on essaye souvent dans notre podcast de donner des informations de façon plutôt neutre. Là, effectivement, on a un sujet dans lequel on l'est un peu moins. En tout cas, on a notre point de vue. On a tous le droit d'avoir nos points de vue. On espère qu'on vous aura donné... Point de vue personnel, bien sûr. Personnel, qui ne sera engagé ni nos employeurs, ni personne d'autre, d'ailleurs. Comme on dit sur Twitter... retweet n'est pas engagement. N'est pas, comment on dit, c'est ça, endorsement en anglais, quelque chose comme ça. N'est pas soutien. N'est pas soutien, voilà, c'est ça. Mais bon, là, on vous montre quand même un peu notre point de vue. Bon, c'est déjà, ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on est avec vous sur ce sujet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne doute pas que dans 15 jours, on refera un point sur l'Ukraine. Peut-être qu'on reviendra à un format plus traditionnel de notre podcast. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est dit que ce sujet étant vraiment, je pense, dans les esprits de tout le monde, c'était aussi utile peut-être de vous donner quelques clés pour décrypter ce qui se passe et comment les choses évoluent. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser des questions, nous faire des commentaires sur ce qu'on a dit. On a peut-être dit des bêtises, on s'en excuse si c'est le cas. Et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, de lui mettre une note si vous pouvez sur la plateforme dans laquelle les supports. Voilà. Et puis surtout, partagez cet épisode. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Portez-vous bien. D'ici au prochain épisode, on espère que les choses auront évolué favorablement. Je ne sais pas si on peut dire favorablement, mais en tout cas qu'on sera dans une autre situation d'ici 15 jours. Les choses bougent très vite, comme vous le savez. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et à très vite pour de nouvelles tranches qu'on espère quand même vitaminées pour tout le monde.